Bonsoir, Aziz Dominique de Marseille. Bonsoir, Simplice Bakourel, cher Kali. Alors, bonsoir et bienvenue à Son Cloche de l'extérieur. Son Cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Paru le 29 août 2025 aux éditions Le Lys Bleu, l'ouvrage fait parler de lui à travers notamment son titre accrocheur, Monarchie héréditaire, le père dirige, le fils préside. Un titre accrocheur qui pourtant fait l'objet de plusieurs interprétations, tantôt sensées, tantôt dénuées de tout fondement de la part du premier lecteur venu. Mais qui mieux que lui peut permettre au public de cerner les contours de ce roman qui soulève tant de passion. Cet ouvrage qui aujourd'hui fait couler tant d'encre et de salive au sein de l'opinion. Je veux parler de son auteur qui est notre invité ce soir, Aziz Dominique de Marseille, que je reçois en duplex comme invité depuis Brazzaville. Aziz Dominique de Marseille, bonsoir. Bonsoir, Bakourel, Simplice. Vous venez de publier Monarchie héréditaire. Première question, d'où vous est venue l'idée de signer cet ouvrage? Quelles en sont vos motivations profondes? Mais c'est un ouvrage qu'on écrit comme un autre ouvrage. J'ai été inspiré par les monarchies qui sont en train de s'exercer dans les États africains, où le père a présidé, le fils aussi est arrivé au pouvoir. Je prends le cas du Togo avec les Eyadema, je prends le cas du Gabon avec les Bongo, je prends le cas du Tchad avec les Débits, je prends le cas de la RDC avec les Takila. Et ça, pour un écrivain, il peut s'interroger, est-ce que quand un pouvoir part du père au fils, est-il bien géré? Est-il mal géré? Est-ce qu'il suscite qu'on jette un coup d'œil pour bien observer, pour bien regarder, pour étudier ce système? Est-ce que l'enfant qui accède à la magistrature suprême l'a-t-il fait parce qu'il a des convictions politiques ou bien parce qu'il a été incité par le père qui a déjà goûté à la sauce et que lui aussi il s'en bat? Et tu vois bien qu'un écrivain était formé par ma profession de journaliste et un grand curieux et qui finit par regarder pour dire écoutez, je vais essayer un peu de regarder la monarchie. Et généralement, je dis bien monarchie, mais on me dira oui, Michel Aziz, la monarchie ne sortira pas par élection. Oui. Le père est élu au suffrage universel, le fils peut être élu, mais ça peut être un arrangement politique. Mais permettez-moi la métaphore, je suis écrivain, la métaphore la plus frappante, la plus obsédante, la plus déroutante, c'est celle de placer, quelle que soit la forme d'accession au pouvoir, par élection ou bien par arrangement, et que j'appelle ça évidemment monarchie, parce que c'est le père en fils. Alors, nous avons perdu Aziz Dominique de Marseille. Nous allons. Un groupe qui a exercé le pouvoir, évidemment. Voilà, donc j'ai été inspiré par cela. Et en Afrique, on a des pays comme ça, où le père a présidé, le fils aussi préside, et voilà. Donc c'est de ça que je me suis inspiré. Et comme bien d'autres sujets, également toute l'inspiration. Et c'est donc signé ce roman-là. Alors, Aziz Dominique de Marseille, vous démarrez l'écriture de cet ouvrage de 140 pages réparties en 7 chapitres, bien évidemment, en combinant une critique politique de la monarchie héréditaire avec une réflexion littéraire et métaphorique dans laquelle vous vouez un amour fou pour les mots. Pourquoi pensez-vous que les mots sont des outils de guérison, de création et de combat? J'ai donc pensé que les mots sont des cadavres alignés au cimetière du dictionnaire. Et moi, je les réveille, ces cadavres, en leur inoculant le venin de ma plume. Un mot dans un dictionnaire n'a pas agi, il n'agit pas, il est silencieux. Voilà pourquoi je considère les mots comme des cadavres alignés au cimetière du dictionnaire. Alors, dès lors que je les réveille, je les emploie, je mets là, par exemple, monarchie héréditaire, c'est des mots, mais c'est un mot dérange, c'est un mot désarçonne, c'est un mot en mal. Voilà pourquoi les mots n'ont un sens que quand ils sont utilisés, quand ils sont réveillés. Et dans le dictionnaire, il ne fait aucun effet, sans cela tu le dis. Donc selon vous, les mots ne devraient pas être statiques, les mots devraient être dynamiques. La danse des mots, quoi. Danser avec les mots, par exemple. Mais bien sûr, un écrivain, il utilise des mots pour
Parce que quand les gens parlent de monarchie héréditaire, le père dirige, le fils préside, ces mots sonnent fort et révèlent certaines consciences et chaque pays s'identifie. Le Camerounais dit ah, ça me regarde. Le Congolais dit ça c'est chez moi. Le Tchadien dit c'est chez moi. Le Gabonais dit c'est chez moi. Celui de la RDC dit c'est chez moi. Mais qu'est-ce qu'est chez lui? Ce sont les mots qui ont fait ce roman-là. Ces mots-là qui sont forts, ces mots qui ont décrit une réalité et la manière de décrire a touché parce que les mots évidemment créent une sensation. Et on communique, on s'exprime par des mots. Et voilà pourquoi je dis je suis le médecin des mots. Mon amour avec les mots est absolument indéniable. C'était un secret de polichinelle. Si je vous dis qu'au mot, je fais le cours et la cour. Non, c'est mon milieu. Et avec les mots, ils peuvent créer des mots pour faire des mots. Alors je joue avec ça. Voilà, c'est comme l'argile, je pétris, je donne des formes. Je peux fabriquer avec l'argile, avec la pâte. Je fabrique un poisson pour en faire des jeunes le matin. Je fabrique des biscuits pour les petits de la maternelle. Comme je fabrique des bombes pour soulever tout un État. La preuve en est que la monarchie héréditaire a été comme l'État bombe qui a soulevé toute l'Afrique. Le Gabon est intervenu, le Cameroun est intervenu, la RDC est intervenue, et le Tchad intervient. Je reçois tous les courriers et chaque pays s'identifie. Et c'est ça la force des mots. Alors, Aziz Dominique de Marseille, dans la première partie de votre ouvrage, vous la consacrez plutôt, la première partie de votre ouvrage, vous la consacrez à un pays fictif. Alors, Tavayi, c'est son nom. Un pays imaginaire, empêtré dans la corruption, l'immobilisme et la dégradation, des thématiques d'envergure qui décrivent la gravité et l'ampleur des maux qui gangrènent les administrations publiques de la plupart des pays africains. Alors, Aziz Dominique de Marseille, quel est réellement le sens de votre combat en écrivant de la sorte? Revendiquez-vous un statut d'écrivain engagé? Mais absolument. Mais je ne mettrai pas ma plume pour décrire le coucher du soleil, pour décrire la beauté de la nature, pour décrire comment les rayons du soleil éclairent. Non. La plume, je la mets au service de la société, au service de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Ma plume, c'est comme des tracteurs qui vont dans nos têtes pour désenclaver notre arrière-conscience. Il faut bien que l'homme qui a une conscience enclavée se fasse désenclaver quand il lit mes romans et quand je tiens la plume pour cela, Matourelle. En fait, la plume permet aux citoyens d'avoir, de se rattraper, de se ressaisir, d'étaler sa conscience. Il devait consciemment conscientiser les consciences inconscientes. Et c'est ça le jeu. Et c'est ça, voilà pourquoi ma plume est forcément plus engagée. Je n'écrirai pas, comme je l'ai dit, pour la beauté du soleil, pour chanter les louanges de la nature. Ma plume sera absolument consacrée sur les faits de société, les faits politiques. Alors, cela veut dire tout simplement que vous n'êtes pas partisan de l'art pour l'art. L'art pour plaire, l'art pour la beauté, non. Vous êtes... Non, je ne fais pas l'art pour l'art. Je mets l'art au service de l'engagement et au service de l'humanité. Et quand je regarde la monarchie héréditaire, quand on dénonce cette corruption, quand on dénonce cette emprise, quand on dénonce cette mauvaise gestion, quand on dénonce cette emprise sur la paix, sur la justice, évidemment, je me dis, sur ces pays que j'ai regardés, sur ces pays qui ont un père chef d'État, une fille chef d'État, ces pays n'ont pas toujours été le meilleur exemple. Dans ces pays, il y a eu une véritable mauvaise gestion, il y a eu une véritable gabegie, il y a eu cette description-là à travers ces pays. Et quand comme ça, je regarde l'histoire du pays, quel parti le père, le fils accède au pouvoir à quel moment, comment il a accédé, est-ce que l'élection qu'il a conduit au pouvoir était une élection honnête, est-ce qu'il a accédé au pouvoir par une voie d'arrangement, tout ça je regarde. Et après, comment est-ce que le père a géré, comment est-ce que lui il gère? Est-ce qu'il a des coudées franches? Est-ce que la mère n'intervient pas? Oui. Est-ce que la soeur du président n'intervient pas? Oui. Est-ce que les enfants n'interviennent pas? Oui. Voilà. Donc, dans ces pays, peut-être il y a un pays qui peut se reconnaître pour dire oui. Et dans la gestion de mon pouvoir, madame a beaucoup fait. Mon fils est également arrivé. Et leur manière de gérer a attiré l'attention d'un leader d'opinion, d'un journaliste, et qui est écrivain, et qui a fini par consacrer cette monarchie héréditaire sur le côté mauvaise gestion. Il y a une monarchie au Maroc, mais elle est une belle monarchie qui a développé son pays. Le Maroc, je l'ai cité parmi les pays les plus développés d'Afrique.
Les gens qui sont malades sont pas au Maroc, des études au Maroc. Il y a une compagnie aérienne parmi les meilleures d'Afrique. C'est une monarchie qui a développé son État. Mais ça, c'est une monarchie évidemment d'abord accès au pouvoir par suffrage universel. Mais les monarchies qui sont, j'ai bien dit, une forme de métaphore, qui existent dans d'autres pays africains, n'ont pas le même traitement, n'ont pas amené leur pays au niveau du Maroc. Il y a des monarchies qui ont abusé et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, toujours dans la première partie de votre ouvrage, vous décrivez ce pays imaginaire englué dans un système politique familial et tyrannique par un président que vous appelez Biritier, dont vous reprochez à la famille de concentrer tous les pouvoirs alors que la société fait face à la pauvreté, la détérioration des infrastructures, la fermeture des écoles, la crise sanitaire et une économie sans discernement. Aziz Dominique de Marseille, votre roman est certes une fiction, mais pourtant quand le lecteur averti le pénètre, il se rend vite compte que c'est une peinture de la réalité, une peinture de la société africaine. Je vous ai dit que l'écrivain s'inspire de la réalité pour créer la fiction. Il n'y a pas une fiction fictive. Toute fiction part d'une réalité. On ne peut pas bâtir une fiction sur l'irréel. Comment vous allez mettre en scène les personnages? Comment votre histoire irréelle s'inspire? Mais elle s'inspire d'une histoire réelle. Je vous ai dit pour écrire la monarchie héréditaire, j'ai regardé la cession du pouvoir au Togo de père en fils. J'ai regardé la cession au pouvoir en RDC de père en fils. J'ai regardé au Gabon de père en fils. J'ai regardé au Tchad de père en fils. Ça se fait pendant que je suis journaliste. Ça se fait pendant que je suis écrivain. Et j'ai une lecture. Je suis congolais, mais j'ai une lecture. Je regarde le monde avec les yeux de l'humanité et mon regard est arc-en-ciel. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être écrivain congolais, de n'écrire que du Congo. C'est miniaturiser la vision d'un intellectuel. C'est être blotti, statifié dans son petit Congo. Il faut sortir. Il faut être le citoyen du monde. Il faut être l'écrivain du monde. Il faut être le journaliste du monde. Être capable de lire les signes des temps dans d'autres pays. Et moi, je dis bien et je répète, je regarde le monde avec les yeux de l'humanité et mon regard est arc-en-ciel. C'est-à-dire, étant au Congo, dans un quartier, soit-il Bakongo, soit-il Kalangaï, soit-il Poto Makelekele, soit Pont-Noir d'Odizi, je suis là, mais je regarde l'humanité. Et quand je regarde l'humanité, je peux être inspiré par un fait qui se passe dans un autre pays. Ça me permet d'écrire. Les écrivains occidentaux, ils consacrent leur plume, comme les journalistes sud-afrique, ils n'habitent pas forcément en Afrique. Ne laissez pas le monopole aux autres de décrire les réalités africaines. Il faut aussi que les écrivains africains commencent à décrire la réalité de différents pays africains. Je suis congolais, je peux mettre la plume pour décrire la situation en RDC. C'est que j'ai déjà fait dans un essai qui va sortir bientôt. Je dis bien, j'ai déjà écrit sur la RDC, j'ai un essai qui sort bientôt. J'ai consacré un roman sur les révolutions qui se passent au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec le Burkina, avec le Niger, avec le Mali, et un peu le Gabon avec Oliki. Ça s'appelle La République du colonel. Le livre est déjà sorti, il reste à être présenté. Voyez-vous, c'est au Congo, c'est ces pays-là, la République du colonel. Je me suis inspiré comment ces pays, ces militaires ont pris le pouvoir, ils sont en train de gérer autrement et étonné. Aujourd'hui, le petit qui gère le pouvoir au Burkina Faso, on le prend comme un super chef d'État. Mais pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas lire? Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Il n'a pas été élu, il a pris le pouvoir par coup d'État, mais aujourd'hui, il excelle, il applaudit. Son ami du Mali, celui du Niger, qu'est-ce qui se passe? L'écrivain regarde, et j'ai écrit la République du colonel en m'inspirant des faits qui se sont passés dans ces pays-là. Voyez-vous, c'est pas au Congo. Donc, un écrivain congolais qui ne dit que sur le Congo, j'ai dit c'est une connaissance miniaturisée. Il faut élargir l'éventail. Voilà pourquoi je me définis comme un écrivain qui regarde le monde avec les yeux de l'humanité. Donc, ce qui fasse que cette fiction sur la monarchie héréditaire, c'est encore un coup d'œil que je lance sur les États africains quand le père a dirigé le pays et le fils est en train de diriger ou l'a déjà dirigé. Alors, comme j'ai expliqué pour l'Afrique de l'Est, j'explique pour ce cas-là. Donc, c'est une réalité d'un pays, mais je ne vous dirai pas lequel, parce qu'évidemment, je veux que tous les pays se reconnaissent. Les Camerounais ont dit, c'est chez nous, Biya Amidito au pouvoir. On est déjà dit, ah, ça c'est la politique de Kabila père, Kabila fils. Au Gabon, on dit, ah, ça c'est la description de ce qui se passe avec Ali Bongo et sa femme Sylvia et son fils Noureddin.
à notre autographe. Ah non, ça c'est notre autographe, voyez-vous. C'est ça le fait d'avoir pas désigné un pays, de mettre la fiction, chaque pays se reconnaît, et quand ils se reconnaissent, c'est qu'évidemment les faits sont troublants, c'est que l'écrivain n'a pas tapé à côté. S'il avait tapé à côté, les pays n'allaient pas se reconnaître. Le Congo dit, c'est chez nous. Bon, voilà, donc tous ces pays. Alors, Asie, vous avez mis beaucoup. Voilà. Asie, en outre, dans la même veine, dans votre roman, vous mettez en lumière plusieurs autres contrariétés, entre autres le climat de désespoir dans lequel vit la population de ce pays imaginaire, les restrictions des libertés fondamentales, notamment la quasi-inexistence de la liberté d'expression et les menaces de diverses natures proférées contre les opposants au pouvoir. Alors, Asie Dominique de Marseille, quelle peut être la portée significative de cette défense brutale des libertés fondamentales que vous menez dans cette parution? Nous vous détenus parce que quand même journaliste, et le journaliste se bat pour la liberté d'expression générale et de la presse en particulier. Dans ce roman, on vous parle comment le pouvoir a séquestré la presse. Dans certains pays africains, écoute-moi bien, la presse connaît encore les peines d'emprisonnement et séquestration. Le Congo est l'un des rares pays en Afrique, peut-être l'unique, qui a dépénalisé les délits d'opinion. Au Congo, on ne met plus les journalistes en prison. Et ça, on l'a reçu, on a dit bravo le chef de l'État. Il nous a signé un document, il a permis à ce que le journaliste congolais ne puisse plus aller en prison, c'est sous sa tutelle, bravo. Mais, tel que c'est écrit dans le livre, ça vit encore ailleurs. En RDC, les journalistes vont encore en prison. Au Gabon, ils vont en prison. Au Tchad, ils vont en prison. Au Togo, ils vont en prison, voyez-vous. Donc, c'est cette situation qui interpelle. Je ne peux pas regarder un journaliste gabonais, centrafricain, gabonais, tchadien, RDCien ou togolais qui va en prison. Sûrement, on ne va pas en prison. Je suis étonné et je ne peux pas passer sous silence. Et quand je décris cette monarchie, j'interpelle les autorités africaines de ce que la presse est bâillonnée dans cette monarchie. Et comme je le dis, tous ces pays qui s'identifient se retrouvent. Si le Congrès comme celui, à vue de regarder pourquoi les autorités du Congo peuvent-ils bâillonner la presse, si le Tchadien dit c'est chez lui, pourquoi doit-il bâillonner la presse? Si le Gabonais dit c'est chez lui, pourquoi doit-il bâillonner la presse? Et j'interpelle la société. Et comme je mets l'histoire dans une fiction, chaque État se reconnaît, chaque public se reconnaît, parce qu'évidemment, si c'est fait écrit, ressemble à leur pays, je peux être fier parce que je n'ai pas tapé à côté. Donc, j'ai tiré plein pied dans le mille. Et quand vous tirez plein pied dans le mille, ce que vous avez fait peut être utile, Matouré. Alors, Asie Dominique de Marseille, malgré les mots qui gangrènent cette nation imaginaire, vous affichez tout de même un certain optimisme quant à l'avenir de ce pays fictif, bien évidemment, en vous appuyant singulièrement sur la toute-puissance de la jeunesse, dans le sens élevé d'engagement et d'activisme devrait à terme booster le changement et finalement contribuer à la renaissance de Tavaï, ce pays imaginaire. C'est une interpellation à Asie Dominique de Marseille à la prise de conscience des jeunes. Voyez-vous, nous avons ce petit défaut, ce grand défaut de faire des critiques et de s'arrêter sur la critique. Dans mes œuvres, même quand j'ai fait la revue du colonel, je termine par un climat apaisé d'entente. Quand je décris la monarchie héréditaire, je montre comment c'est mal fait et à la fin je trouve une porte de sortie qui est consensuelle, cette porte de sortie. Et regardez un peu, je me suis inspiré des solutions qu'on a trouvées en Afrique. Regardez en Afrique du Sud avec Desmond Tutu. Le racisme, l'apartheid, c'était tellement dur, insupportable. Il a dit vérité et réconciliation. On a terminé par une réconciliation. On s'est intimé dans la salle. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, Desmond Tutu a bien voulu que le noir ne se venge pas du blanc en cherchant à lui faire du mal, mais qu'ils s'entendent, vérité et réconciliation. Au Congo, nous avons eu une conférence nationale. À la fin, on a lavé les mains, je ne sais pas si on a lavé les cœurs, mais c'était une réconciliation. Donc, il est toujours mieux, quand vous avez monté les enchères de la critique, descendez, en tout cas dans les plateaux aisés de la solution. Et vous voyez que la monarchie héréditaire se termine par une solution. C'est-à-dire, ceux qui gèrent ont mal géré, oui, Pilitch le président, Mwanobi le fils, Nkeri la sœur, Nkuni le mari, l'époux, l'épouse ont mal géré.
on n'assassine pas. On dit que vous avez mal géré, on vous prend, on va vous amener au poteau, on tire sur vous, on vise sur vous. Non. Si c'est sur le Congo, c'est des Congolais. Si sur le Gabon, c'est des Gabonais. Si c'est le Tchad, c'est des Tchadiens. Il n'est pas question qu'un Congolais qui prend le pouvoir, par exemple, doit tuer d'autres Congolais parce qu'il les accuse d'avoir mal géré. Non. À la fin, on dit c'est un Congo. Le Congo est un bien commun. Ce n'est pas un bien qui appartient à M. Aziz, qui appartient à Matouré, ça appartient à nous tous. Si nous condamnons ceux qui sont au pouvoir, on dit qu'ils ont mal géré. Il n'est pas question de prendre le pouvoir pour les tuer, non. On dit bon, vous avez géré, hein, vous avez mal fait, mettez-vous de côté, maintenant voilà comment nous on va faire. Et qu'est-ce qui dit comme ça? C'est la jeunesse, ce n'est pas la vieillesse. Les vieux ont déjà démontré leur suffisance comme leur insuffisance. Maintenant, les jeunes prennent le pouvoir dans la ville des Tabaïs et les jeunes disent aux anciens, asseyez-vous, regardez comment nous allons gérer. Ces jeunes n'ont fait pas les élections, ils ont été élus parce qu'ils ont fait prévaloir des programmes avec beaucoup de liberté, beaucoup d'engagement pour leur pays. Et ces jeunes qui ont gagné se mettent à diriger pour montrer à la vieille classe qui était là, voilà comment on dirige. Ce n'est pas donner le roman à des assassinats, à des emprisonnements, par la chasse aux sorcières, non. Notre pays est un bien commun. Je ne veux pas tuer des Congolais parce qu'un Congolais a mal géré. Je ne veux pas tuer des Congolais parce qu'ils ne sont pas de même opinion que moi. Voyez-vous comment j'ai décrit? Donc il y a mauvaise gestion. La jeunesse n'a pas du pouvoir. Elle dit aux anciens, ok, votre temps est passé, vous avez mal géré. Quand d'années au pouvoir, ça a été mal fait. Mettez-vous de côté. Maintenant, voilà comment nous on va gérer. Alors, donc les anciens regardent comment les